RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à tous pour cette nouvelle émission du son des bulles. Ça y est, elle me taquine déjà parce que c'est une émission spéciale Espagne, donc elle aurait voulu que je dise hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, y tout. Todo va muy bien. Nous allons commencer par dédier cette émission à Cyril Alexis. C'est un technicien de RCN et qui est gravement malade, on peut pas dire ça autrement, et qui est en train de lutter contre la maladie. Donc on lui dédie cette émission. Et Cyril, si tu nous écoutes, reviens-nous vite, on a envie de te faire la bise. Maintenant qu'on peut, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir, surtout qu'on est démasqué. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Bolmont, le responsable, je sais pas quel titre il a, mais qu'importe, du festival de... Le PDG. Le PDG, voilà. Et donc, si PDG, il y a bénéfice, et donc RCN, on prend 10%. Ah mince, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Chacun. Le festival donc de BD de Jarville qui se déroule le 30 avril, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et comme chroniqueur, nous avons le plaisir d'avoir Anne-Marie. Bonjour à tous. Françoise. Bonjour à toutes. Nous avons Charles. Hola. Et nous avons une contribution d'Olivier qui est malade et qui n'a pas pu venir, mais qui a quand même tenu à laisser sa contribution. Donc le festival de Jarville, c'est la combienième d'édition? Eh ben, en vrai. Après 2 ans d'arrêt. Oui. Après 2 ans d'arrêt, ça sera la 5e. Voilà. Et donc, je vous rappelle que l'ami Anthony était venu pour présenter la première émission. Et à l'époque, il m'avait expliqué qu'il en ferait qu'une. Hein. C'est vrai. C'est vrai, hein. C'est vrai. Et puis voilà. Et puis donc, 7 ans après, il est encore là, quoi. Je me souviens du petit rendez-vous avec toi dans un petit bureau de la radio. Là, voilà. Il y a maintenant 7 ans. Et on est déjà à la 5e. On devrait être à la 7e, mais avec ces 2 ans d'arrêt et l'annulation de la 5e édition en 2019, en 2020, pardon. Je suis perdu dans toutes ces années à quelques jours du festival. Et puis l'année dernière, on s'est pas remis à la recherche de dessinateurs. On s'y est remis seulement cette année et on a nos 30 dessinateurs. Ça y est, la liste est définitive. J'ai cru comprendre qu'on allait avoir droit à des escargots. Ouais, des escargots décorés sur l'affiche faite par Michel Burdin. Qui sera là pour la 3e fois avec ses albums Les Gastéropotes, qui a un franc succès parmi les collégiens et les plus petits dans notre établissement. Et donc voilà, je lui ai demandé de me faire cette affiche. On aurait dû repartir sur l'affiche de 2020, mais voilà, pour diverses raisons, ça a été compliqué. Donc on a demandé à Michel de nous refaire une affiche un peu. Il l'a fait en un week-end. Je l'ai appelé le vendredi soir, le lundi, elle était déjà dans ma boîte mail. Et donc voilà, dans l'esprit vraiment familial, ce festival pour redonner goût à toutes les familles de revenir nous voir avec plein d'animations. Et puis venir voir les stars, parce qu'il y a quand même des stars de Nancy. Alors quelques noms. Monsieur Ancet déjà. Alors Monsieur Ancet qui va passer vendredi, qui sera passé. Qui sera passé à FR3, parce que FR3 vient de venir l'enregistrer. Ça a été un grand moment. Oui, là, je vais voir avec CNN et puis Russia Today pour pas faire de jaloux. Bon, à part Charles... malgré quand même l'album avec un gros mot dans son titre, parce que, je te rappelle, Charles, quand même, qu'on est dans un établissement scolaire, donc ça va être... Est-ce que je pourrais l'amener quand même? Il faudra que tu le caches, il faudra que tu caches le titre. Et en langage des signes, c'est comment? C'est comme, tu sais, c'est comme... quand le bouquin La putain respectueuse était sorti, il y avait quelques libraires qui avaient demandé qu'on mette P. Alors il y en a qui avaient mis P respectueuse, mais il y a eu la putain puis R. Ça c'est excellent.
Ouais, avec notre putain de virus, comme tu l'as bien Bon, dessiné. alors, à part Charles, on a d'autres auteurs. À part les Charles, autres, juste, ça compte pas. oui, voilà, c'est ça. Il n'y en a qu'un qui compte. Non, mais juste expliquer un peu le déroulement et donner quelques noms, effectivement, pour donner envie. Mais en fait, on a à la Malgrange tous les ans, on a l'habitude de soutenir une association caritative. Et cette année, la plus proche de nous au lycée, c'est SOS Village d'enfants. Il y a une maison d'enfants orphelins juste en face du lycée. Donc, on a décidé de les soutenir cette année. Donc toutes les manifestations qu'on fera au cours de l'année, on reverse de l'argent à cette association. Et cette année, il y a 3 dessinateurs qui ont accepté de venir le jeudi soir. Je vais les emmener dans cette maison et on va offrir une 50aine de BD et ils vont venir dédicacer sur place le jeudi soir. Il y a Michel Burdin évidemment qui sera présent. Il y a Pascal Bresson. Pour les plus grands, Pascal qui avait sorti un album sur Simone Veil, et puis qui vient de sortir il y a quelques mois un album sur la famille Klarsfeld. Oui. Et le lendemain, Pascal fera des conférences auprès de nos lycéens avec, on croise les doigts, normalement ça devrait le faire, avec une visio avec Serge Klarsfeld en même temps que la conférence de Pascal. Donc c'est assez éducatif en plus autour du festival. Et donc le samedi, le festival évidemment avec plein d'animations, des concours de dessin, des spectacles équestres, parce qu'on était parti sur le thème du western, donc quand même on garde un peu nos animations prévues, spectacles équestres, dans le burlesque aussi, et puis les rapaces de Réinvillé qui reviennent aussi parce que ça a beaucoup plu. Alors voilà, on est sur c'est pas les escargots, mais on est dans les animaux. Pour faire plaisir un peu à tout le monde, et puis plein d'autres petites animations que les visiteurs découvriront. Un nom très connu dans le monde des jeunes filles aujourd'hui, c'est Greg Tessier, qui a sorti. Alors c'est pas trop mon style non plus de dessin, mais Greg Tessier, c'est Mistinguett, et il y a je ne sais plus combien de volumes de Mistinguett, et ça fait un tabac. Nous, on essaye d'inviter les personnes qui font un tabac dans notre bibliothèque. Oui, non, mais et du coup, effectivement, je pense aussi à Serge Ernst qui revient aussi avec Boule à zéro. Donc voilà, il y a plein de personnes comme ça. Alors malheureusement, les stars des précédentes années, alors il y a toujours notre Daniel Cox avec son agent 212. Il y a toujours les Francis Bergès. Ah, il revient encore. Il revient encore. Il en fait encore très peu des festivals. Oui, il accepte de venir. Il commence à avoir quelques années. Il commence à avoir un peu de bouteille. Oui. On est proche de la 8e décennie. Et donc voilà, il y a des anciens qui reviennent tous les ans parce qu'ils se sentent bien chez nous. Et puis nous, on adore les accueillir. Donc ils répondent assez favorablement et assez facilement à nos invitations. Et puis voilà. Je vais pas tout dévoiler. Le flyer va bientôt arriver avec la liste définitive. Il y a une page Facebook. Il y a la page Facebook. Il faut aller voir tous les jours ce qui a été rajouté sur la page Facebook. C'est ça. Comment elle s'appelle la page Facebook ? Festival BD La Malgrange. Voilà, Festival BD La Malgrange. On a créé aussi un site qu'on retrouve sous le même nom, Festival BD La Malgrange. On parlait de Thierry Giraud en off tout à l'heure. Il sera quand même présent. Ah, il sera là. Il sera quand même présent, ouais. Et puis Michel Pierret également, les Aigles décapités. Ah oui. Chez Grina, là, oui. Et puis pas mal de personnes du coin. Je pense à Olivier Weinberg aussi. Oui. Et puis des petits nouveaux. Il y a Elka, c'est une Meusienne que je viens de découvrir, qui vient de sortir sa première BD. Ah. C'est une artiste peintre à la base. Elle vient de sortir sa première BD. C'est vraiment sympa. Il faut mettre les femmes à l'honneur. Vraiment, c'est la première fois. Cette année, on va avoir une autrice qui va gagner le Grand Prix d'Angoulême. C'est la première fois où on entend autant de femmes. Et j'en suis ravi. Il y a Isa Piton qui vient de Paris également, pour représenter la gente féminine. Et puis Olivier Romac que tu connais bien aussi, qui sera présent. Voilà, et puis pas mal de gens de l'Ouest, du Nord, un petit peu partout, et puis nos Belges. D'accord. Nos Belges qui sont bien représentés. Alors, on avait une liste un peu plus européenne les autres années avec des Serbes et notre Roman Surzenko. Voilà, imprononçable. Roman Surzenko qui doit être bien embêté à cette heure-ci au bord de la mer Noire à Rostov-sur-le-Don. Ouais. On pense bien à lui.
J'ai bien du mal à avoir de ses nouvelles, mais voilà, j'espère qu'il va bien. D'accord, et puis on rappelle surtout la grande particularité de ce festival, c'est que ça fait partie du projet pédagogique, voilà, de l'établissement, de l'établissement, et ça c'est un des seuls festivals à mon avis qui fonctionne comme ça. Moi, je me suis pas amusé à faire des recherches effectivement au national, mais voilà, les élèves contribuent justement. Bien sûr, bien sûr, ils travaillent toute l'année sur le festival. Il y aura un concours de dessin. Il y a beaucoup de classes qui ont travaillé sur le dessin, alors que ça soit en français, particulièrement en lettres classiques, en latin et grec, et ils présentent leurs œuvres, si je puis dire, le jour du festival. Il y a des petits concours de dessin, il y a pas mal de choses autour du dessin, vraiment pour leur faire découvrir ou redécouvrir les planches, quoi. C'est vrai que c'est une ambiance qu'on ne trouve pas partout. L'ambiance de Jarville, pour venir en famille, c'est vraiment très très bien. Et les dessinateurs apprécient beaucoup parce que on met des élèves à disposition des dessinateurs pour les chercher. La bière. Alors la bière pour certains ou les crêpes pour d'autres. Et voilà, donc voilà, les dessinateurs sont contents de venir avec cette ambiance très familiale. Très bien. Donc voilà. On sera tous à Jarville le samedi 30 avril et on relayera sur notre page Facebook. Je ne vais pas dire qu'on va relayer toutes les informations, mais on va relayer certaines informations. Voilà. Merci. Queridos amigos, buenos días a todos. Tenemos el placer de volver a estar con vosotros para un nuevo programa del Sondebül que no me atrevo a traducir por el acento, el sonido que las burbujas, dedicada del todo al cómic español. Es la primera vez que dedicamos un programa de radio al cómic de un país. Es un concepto de utilizaremos de vez en cuando. No solo existe el cómic franco-belga y el Sondebül se debe de hacerlo descubrir estas tierras donde crecen bonitas pepitas del mundo del cómic. Hoy ponemos en el centro de la escena el país de la paella, del flamenco et des numerosas otras cosas. Eh bien voilà, je l'ai fait. Rassurez-vous, les Espagnols n'ont rien compris non plus. On peut parler allemand. Je crois qu'à 8h demain matin, il y a des cours d'espagnol en LV3. On par la LV3 dans l'établissement. Merci Anthony. Alors, on a une Françoise traductrice. Va dire la même chose, mais en français. Je parle espagnol couramment, moi, en le lisant. Cher ami, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Sondebül, entièrement consacrée à la BD espagnole. C'est la première fois que nous consacrons une émission à la BD d'un pays. C'est un concept que nous utiliserons de temps en temps. Il n'y a pas que la BD franco-belge et le Sondebül se doit de vous faire découvrir ces autres terres où poussent de belles pépites BDistes en français. Aujourd'hui, place au pays de la paella, ça j'avais compris, flamenco, j'avais compris, et de bien d'autres choses. Merci Jean-Jacques. Ah là là. Oui, je crois que tu vas pas avoir une bonne note. Je n'aurai pas une bonne note. Non. Et le pire, c'est que ma fille est prof d'espagnol. Et qu'elle va écouter l'émission. Donc là, je vais y avoir droit. Bien que cette émission soit consacrée à l'Espagne, c'est par un autre pays que nous allons commencer. L'équipe du Sondebül apporte son soutien total au peuple ukrainien. Pour rien vous cacher, cette émission a été enregistrée le 16 mars. Nous ignorons totalement quelle sera la situation de l'Ukraine lors de sa diffusion, mais nous sommes à peu près certains que le peuple ukrainien sera toujours dans de grandes souffrances. Françoise, pour illustrer ce soutien à l'Ukraine, va nous présenter une BD qui nous présente une Ukrainienne, à savoir Inna Shevchenko. C'est pire que l'espagnol, ça. Oui, c'est pas plus simple, effectivement, mais ça a été quand même un cadeau que tu m'as fait, je t'en remercie ou pas, je sais pas encore, que de parler d'une BD en hommage à l'Ukraine en ces périodes quand même plutôt tourmentées. Un sujet à prendre avec des pincettes, avec du respect et de l'humilité. L'actualité est quand même brûlante et moi je suis pas adepte du manichéisme, donc je prendrai que la substantifique moelle du texte, comme j'ai dit effectivement. La BD, je vais parler de la BD et voilà, je voulais pas polémiquer. Donc cette BD, ça s'appelle Prénom Inna.
I2NA, chez Futuropolis, en 2 tomes, une avec une enfant qui s'appelle Une enfance ukrainienne, et ensuite La naissance d'une fémène. Donc Futuropolis, c'est une maison d'édition qui aime les livres, dit-elle, à force personnalité. On aurait pu croire autre chose. Les livres qui touchent le cœur, la réflexion et l'émotion. Donc, cette BD, pour moi, quand je l'ai lue, c'était très étrange. On dirait pas vraiment une BD qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme quand on lit, on a parlé de Tardy, on a parlé de tout ça. Moi, j'ai vécu, c'est plutôt, je dirais une succession d'images, pas comme une histoire racontée, mais plutôt comme des scénettes successives, des pages de vie, avec la violence, l'injustice, la volonté, le courage, la misère. Ça transpire à chaque instant, les petits actes de résistance qui peuvent exister quand on est dans un pays malmené. Alors, l'histoire se passe effectivement pas maintenant, c'est sûr. L'histoire se passe à la chute du bloc soviétique, donc dans les années 87 à 2004, avec la Révolution orange. C'est émouvant, c'est captivant. Je me suis mise en colère face à certaines scènes. J'ai milité avec elle, on s'insurge, on adhère aux faiblesses de certains, parce que dans des temps tourmentés, on n'est pas tous des héros. C'est la chanson « Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais né en Allemagne ?» J'ai adhéré aux faiblesses de certains, aux petits compromis qui font survivre. Ça m'a fait penser à un livre qui s'appelle « Les mains sales » de Sartre, où effectivement on est dans la compromission et on se salit les mains des fois quand on veut arriver quelque chose, ou alors on fait des choses pas belles, mais parce qu'il faut survivre. Voilà, donc la chute du bloc soviétique, quand même, la révolution orange, c'est une manifestation de désobéissance civile et où il n'y a pas eu de mort. Voilà, donc période très très tourmentée. Cette BD, c'est plutôt un film, c'est plutôt un reportage, je trouve. Je crois qu'Anne-Marie, tu l'as lu puis que ça t'a aussi ému. Moi j'ai trouvé que c'est très dur à certains passages. Ouais, c'est vraiment très dur. C'est un quotidien qui est décrit. Et voilà, et en même temps, il y a plein d'espérance. Voilà, la Révolution orange. Il y a une petite fille qui milite pour la Révolution orange. Elle a une ficelle orange à la main. Elle l'accroche après la porte d'un établissement qui est plutôt conservateur, dirais-je. Et des petits actes de résistance comme ça, je trouvais ça joli. Voilà, donc j'en dirai pas plus, effectivement. Et le tome 2, c'est l'adhésion de Ina. Alors, Shevchenko, je ne sais pas prononcer, effectivement, moi, l'ukrainien. C'est son adhésion au mouvement Femen pour la liberté et les droits des femmes, contre la corruption, la prostitution au départ, et mouvement qui a transpiré par la suite sur la défense de la démocratie. Il fallait quand même que ça soit dit. Contre la corruption, prostitution, voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors, Femen, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le mot femme. Femen, ça veut dire c'est la cuisse en ukrainien, et ça correspond aussi en français à la période, n'importe quoi, le morceau, si je puis dire, je sais pas comment dire, la partie qui va de la cuisse jusqu'au-dessus du genou, ça s'appelle aussi Femen en français. Donc voilà, rien à voir avec l'histoire des femmes. Donc offrir quand même notre corps à l'image pour le défendre, moi je trouve que c'est une belle arme, c'est de la puissance. Curieusement, dans cette bande dessinée, on est moins choqué par la nudité des prostituées qui sont quand même en difficulté que par la nudité des femmes. Je trouve que le message est quand même assez étrange. Voilà, donc j'ai lu vraiment avec beaucoup d'émotion cette bande dessinée. Alors le graphisme est rude, je le trouvais pas, j'ai pas trop aimé le graphisme, mais c'est une histoire de femme au quotidien. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir tout ce qui est développé. Je m'y suis parfois sentie concernée aussi, parce que moi, j'ai quand même plus de 25 ans. Il y a certaines... Largement, ouais. T'as fini, toi? Merci, Jean-Jacques. Je te parle du tien, de ton âge, tu vas voir. Voilà, donc je m'y suis quand même sentie concernée avec des remarques qui m'ont évoqué des souvenirs amers quand même, parce qu'en France, dans ma génération, c'est-à-dire dans les années 70-80, on avait des remarques ou des comportements inadaptés qui scandaliseraient maintenant. Et on avait juste envie de crever le mec qui nous le disait, mais à l'époque, ça se faisait pas. Voilà, donc elle montre leur sein. Ce livre, c'est l'atmosphère d'un pays qui est face à lui-même. C'est un livre qui vit et qui génère de la colère, qui la justifie, cette colère. Ce livre, alors c'est Ina qui parle, qui dit, c'est le combat contre l'obscurantisme et pour la libération qui ne doit jamais s'arrêter. Donc moi, je trouve que c'est une BD qui est bouleversante, qui est dérangeante, qui est magnifique, et à lire absolument pour penser à rester debout et à ne jamais se coucher. Et avec Anne-Marie, on a fait un hommage aux femmes. Alors on va y aller mollo. Hop, on y va. C'est bon. Voilà. La censure a frappé, on n'a pas osé aller jusqu'au bout, mais ça, c'est un symbole féminin. Non, Jean-Jacques n'a pas voulu. Jean-Jacques n'a pas voulu. Mais j'ai rien dit, moi. Ah, si. Donc voilà, mais elle est à lire parce qu'elle c'est pas une BD traditionnelle, c'est pas une BD classique sur l'histoire, c'est vraiment impressionnant. Merci François, merci Anne-Marie aussi. Je savais pas que tu étais complice comme ça, mais bon. Ah bah tu vois. Un petit mot sur la BD espagnole. Alors je vais pas vous faire un grand cours sur l'histoire complète de la BD espagnole, parce que de toute façon j'en serais bien incapable. Donc je vais simplement me contenter d'en donner quelques éléments.
L'Espagne fait partie des pays qui ont une grande tradition dans la bande dessinée. Le terme utilisé pour désigner les BD sont historieta, ça veut dire petite histoire, ou comique si on emploie ce mot, cet anglicisme. Le mot TBO qui en espagnol veut dire je te vois, était utilisé à l'origine pour désigner des journaux sur la bande dessinée. Le premier magazine espagnol dédié au 9e art a été justement TBO, qui a été créé en 1917. De cette date-là jusqu'au mouvement de la Movida et au lancement de la revue El Víbora, voilà la revue El Víbora, l'Espagne s'est affirmée comme un foyer important de production. Mais le pouvoir franquiste exerçait un fort contrôle sur les maisons d'édition, ce qui ne favorisait pas la création dans le domaine de la bande dessinée et ce qui a incité nombre d'auteurs à exercer leur talent de l'autre côté des Pyrénées. Antonio Parras, José María Bielsa, Florenzi Cave sont partis travailler en Espagne. En 1951, un auteur qui est un peu connu en France, Francisco de la Fuente, crée Ictograph, une agence à l'américaine. C'est à la même époque que se créent les studios ou agences comme Selección Ilustradas, dirigé par le dessinateur, scénariste et homme d'affaires Josep Toutain. Anne-Marie va nous en parler, parce qu'elle va nous parler de Les Professionnels de Carlos Jiménez, qui nous parle donc de cette agence espagnole et des conditions des dessinateurs à cette époque-là. Tous ces travaux sont destinés avant tout au marché international et seront très souvent ignorés en Espagne. À la mort de Franco en 1975, tout s'accélère. Les meilleures productions européennes, principalement françaises et italiennes, et notamment nord-américaines, s'engouffrent sur le marché ibérique. On y croise également quelques transfuges argentins installés sur le sol espagnol, comme Carlos Sampaio et Juan Jiménez. À compter de cette époque, la bande dessinée alternative commence à arriver, jusqu'à la création d'El Víbora, que je vous ai déjà montré, qui marque l'arrivée de manière définitive de la bande dessinée espagnole moderne. Au seuil des années 1990, la presse spécialisée en bande dessinée subit de sérieux revers et les principaux titres pour adultes disparaissent purement et simplement. Seul El Víbora semble pour un temps insubmersible, mais disparaît quand même en 2005. Il y a à l'heure actuelle de nombreux auteurs espagnols de grande valeur, Juan Díaz Canales, José Luis Munira, Paco Roca, Pellero, mais la production d'auteurs espagnols est conséquente, mais l'isolement de la bande dessinée sous le régime franquiste fait encore que la notoriété de la bande dessinée en Espagne est encore assez faible. Ensuite, nous allons attaquer. C'est Olivier qui est pas là, qui nous a préparé une rubrique sur. Si vous l'avez pas lu, il faut la lire. À mon avis, c'est la bande dessinée depuis 6 mois, 1 an. S'appelle La Bibliomule de Cordoue, de Lupano, et le dessinateur, j'ai oublié, c'est Cheminot. C'est vraiment une bande dessinée magnifique, mais Olivier va nous en parler. Olé les amis! Alors dans cette émission spéciale Espagne, moi je vous présente La Bibliomule de Cordoue, sur un scénario de Wilfried Lupano, des dessins de Léonard Cheminot et des couleurs de Christophe Bouchard. Tout ça c'est publié chez Dargaud. Alors quand je suis passé chez vous l'autre jour Jean-Jacques, vous m'avez dit tiens, viens voir, je vais te présenter quelque chose de merveilleux. Bon bah alors moi dans ma tête, je me suis dit tiens c'est bizarre, je connais déjà Anne-Marie. Mais en fait non, vous vouliez me montrer cet album, La Bibliomule de Cordoue. Et comme vous aviez raison, mon cher Jean-Jacques, ce livre est vraiment magnifique. Alors, déjà, l'objet lui-même, il est superbe. C'est un beau pavé de plus de 250 pages, des pages relativement épaisses et surtout qui sont colorées sur la tranche avec un bleu profond, presque un bleu clin. Alors ça donne à l'objet une allure toute particulière et assez rare, ma foi. La première et la 4e de couverture sont illustrées sur des tons bleu nuit et les images encadrées par des liserés d'or. La calligraphie du titre est dans une police orientale, le dos est dans un ton entre l'orange et le rouge qui s'harmonise parfaitement avec le reste, et on n'oublie pas le signet d'un jaune d'or qui sublime l'ensemble.
Alors on a donc un objet esthétiquement superbe, mais aussi très très bien travaillé, puisqu'avec ses codes orientaux, par la calligraphie et les couleurs utilisées, l'objet nous invite à plonger dans une ambiance des mille et une nuits. Et si vous approchez un peu l'oreille, vous pourrez peut-être entendre un rythme d'Herboka, écoutez. Mais, comme pour le pâté en croûte, si c'est beau dehors, il faut que ce soit bon dedans. Et si c'est le cas, on sera sans doute en présence d'un chef-d'œuvre. Alors, quelle est donc l'histoire de la bibliomule de Cordoue? L'action se situe à la fin du Xe siècle dans le califat d'Al-Andalouse, notre Espagne actuelle. Ce califat souhaite rivaliser avec le califat de Bagdad, l'ennemi juré. Alors, sous la volonté des califes Abd al-Rahman III et de son fils Abd al-Hakam II, la ville de Cordoue devient la ville des Lumières. Des universités gratuites sont construites, les plus grands artistes et savants sont accueillis les bras ouverts, et l'art de la copie arabe se développe pour promouvoir Cordoue au rang du plus grand centre culturel du monde occidental. L'art et le savoir comme facteur de rayonnement et de développement du peuple, tel était le souhait de ces deux califes. Mais, c'est toujours pareil, le rythme de la lumière et de l'ombre étant universel et inéluctable, à la mort de Al-Hakam II, c'est son fils Hicham II qui est intronisé. Mais celui n'a que 11 ans et une santé très fragile. Alors c'est donc le vizir Al-Mansour qui gouverne et qui tient le jeune calife éloigné de ses nouveaux projets. Et on ne peut pas vraiment dire que ce nouveau chef ambitionne de mettre à l'honneur les mathématiques ou la poésie. Pour lui, le pouvoir passe par l'épée, le développement par la guerre et la soumission du peuple par l'ignorance. Bon, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur un album récemment sorti chez Neria Éditions et dont le message est sensiblement le même. Ça s'appelle Putain de virus et c'est écrit par un certain Charles Ansé. Fin de la parenthèse. Alors donc, notre brave Al-Mansour va mettre son plan en action. Et pour commencer, il va détruire ce qui pour lui est le symbole même de la déchéance d'une société. Je veux parler du livre. Pour lui, il n'en existe qu'un, c'est celui qui retranscrit les paroles du prophète. Tous les autres ne sont que blasphématoires. Alors comme il est dû sur une des planches magnifiquement illustrées, ce n'est pas en trempant son calame dans l'encre que l'on sert Dieu. C'est en trempant sa lame dans le sang des infidèles. Voilà, le ton est posé. Alors, c'est à la veille de la destruction de ce patrimoine culturel que les vrais héros de cette histoire arrivent. Alors, dans l'ordre d'apparition, il y a Tarid. Tarid, c'est le bibliothécaire eunuque de Cordoue. Avec son habit rouge, sa corpulence bedonnante, il va déceler avant tout le monde les projets du vizir. Et il va faire tout pour sauver un maximum de livres. Pour cela, il va être aidé de Lubna, une esclave qui a travaillé avec Tarid à la bibliothèque et avec qui elle partage les mêmes valeurs. Sur leur route, ils vont croiser Marwan, un jeune voleur, ancien copiste à la bibliothèque, et venu racheter son honneur auprès de Tarid. Et puis enfin, il y a la mule, cette superbe mule sans qui cette histoire ne serait pas si trépidante. Cette mule qui va supporter tout le poids de l'aventure. Et croyez-moi, on va la charger, comme on dit familièrement. Et c'est sur elle que vont reposer tous les espoirs de Tarid, Lubna et Marwan dans leur volonté de sauver ce qu'il reste des plus beaux ouvrages de la bibliothèque de Cordoue. Alors, de tous les obstacles qu'ils vont rencontrer dans leur fuite éperdue, et Dieu sait s'il y en aura, c'est sans doute la cohabitation avec cette mule qui leur sera le plus compliqué à gérer. Alors c'est sûr que de faire reposer le savoir de toute une civilisation sur le dos d'un animal, le plus bête et le plus têtu qui soit, c'est quand même prendre un grand risque. Alors, réussiront-ils à préserver les derniers fragments du savoir de Cordoue? Ça, je vous laisse le plaisir de le découvrir dans ce magnifique album. Et du plaisir, je suis sûr, chères auditrices et auditeurs, que vous en aurez. Sur la base de ce sujet très très sérieux et historique, les auteurs nous ont écrit une aventure rocambolesque que vous allez certainement dévorer. C'est rythmé, c'est très très drôle, c'est romantique, c'est passionné, et le casting, il est excellent. Le scénario de Wilfrid Lupano, il est parfait, mais ça on en a un peu l'habitude. Les dessins de Léonard Cheminot sont incroyablement expressifs pour les personnages et envoûtants pour les paysages espagnols, et je ne vous parle même pas des couleurs lumineuses de Christophe Bouchard qui portent l'histoire de façon merveilleuse. Bref, cette histoire qui se déroule au Xe siècle, elle est malheureusement universelle, intemporelle et toujours d'actualité. Et puis les auteurs finissent par une belle interrogation à propos de l'accès au savoir numérique. Et je crois, chers amis, que la mule, elle n'a pas fini de nous accompagner. Voilà,
C'est à conseiller et franchement, c'est pas loin d'un chef-d'œuvre. Le son des bulles sur RCN. Merci Olivier. Car Charles, comme les autres chroniqueurs, a accepté de relever le défi de parler d'une bande dessinée espagnole ou d'une bande dessinée qui se passe en Espagne. Ouais. Mais le bourg, il a refusé de me dire de quoi il allait parler. Donc là, je m'attends à tout. Ok. À toi l'ami Charles. Le thème de l'émission d'aujourd'hui étant l'Espagne, je me suis mis en devoir de chercher une BD qui correspondait à cette ligne éditoriale. Alors, je n'ai pas eu à chercher bien longtemps, puisqu'en matière de BD, quand on me dit Espagne, je réponds aussitôt Jeanne d'Arc. Je vois pas trop le rapport, mais bon. J'entends déjà les détracteurs de tous bords se gausser et me retorquer que Jeanne d'Arc ne s'est pas fait connaître par sa passion du flamenco ou sa technique des castagnettes. Alors, à mon tour de me gausser, en leur lançant au visage un seul nom, Rodrigo de Villadando, comte de Valladolid. Rodrigo. Est-il un nom plus espagnol que celui-ci? Non, il n'y en a pas. Rien qu'à prononcer le prénom Rodrigo, on sent les odeurs de paella et les parfums des vinos Tondonia venir troubler nos sens. Or, ne voilà-t-il pas que ce Rodrigo de Villadando, comte de Valladolid, vient chercher querelle à notre Jeanne d'Arc, la bonne Lorraine, armée par Yolande d'Aragon, encore une espagnole. Cette intrigue hispano-lorraine est le sujet du dernier opus de Jeanne, le héros médiéval créé par Jacques Martin pour le journal Tintin au siècle dernier. Dans cet épisode, dessiné par Pleyers et scénarisé par Négib, il est question de Jeanne des Armoises. D'ailleurs, c'est le titre de la BD, Jeanne des Armoises. Alors, je le montre pour la vidéo, voilà. Cette troublante Jeanne qui vécut au château de Jaulny, qui se trouve à quelques coups de pédale de notre station, et qui était, comme le suggèrent quelques médiévistes, la fille cachée d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans, et qui se trouvait être, en fait, la sœur bâtarde du roi de France. Bon, sans vouloir prendre parti pour ou contre cette hypothèse, retenons simplement que les armoiries de Jeanne des Armoises s'ornaient d'une fleur de lis, un emblème royal à forte valeur symbolique que nul ne pouvait arborer sur son blason sans risquer les foudres du pouvoir. Se fait rappeler dans l'album Jeanne des Armoises, la toute dernière aventure de Jeanne publiée chez Casterman l'automne dernier. L'histoire de Jeanne d'Arc et des fausses Jeannes qui sont apparues après que l'héroïne nationale ait été brûlée en 1431, est un des thèmes récurrents de la série. Le premier tome commence d'ailleurs par une tentative infructueuse pour sauver Jeanne d'Arc. Le héros, John Rock, est un jeune maître sculpteur et peintre aussi, qui parcourt les routes de France à la fin de la guerre de 100 ans. Au cours de ses aventures, Jeanne croise les chemins de Gilles de Ré, dont il sera le seul ami, mais qui ne pourra pas empêcher de sombrer dans la folie. Le point commun de tous les récits est la folie des hommes aveuglés par l'or et le pouvoir. Et dans le cas de Gilles de Ré, la folie tout court. On peut y trouver une excellente peinture des mœurs, de l'art et des costumes et des armées du XVe siècle. À l'origine, lors de la création de la série en 1978, le héros s'appelait Xan, X-A-N. Cette bande dessinée historique était publiée hebdomadairement dans le journal Tintin et les albums étaient publiés aux éditions du Lombard. T'en rappelles? Bon. C'est vrai, t'as encore de la mémoire, toi. Oui, mais lors de la reprise de la série par les éditions Casterman en 1984, le héros a changé de nom pour devenir Jeanne, J-H-E-N. En effet, si le personnage appartenait à son créateur Jacques Martin, le copyright de la série était détenu par le Lombard, donc l'auteur a dû changer de nom. À ce jour, la série compte 19 albums, scénarisés et dessinés par plusieurs auteurs. Nous pouvons citer Hugues Payens, Jerry Frissen, Valérie Mangin, Négib pour les scénarios, et Jean Pleyers, CG, Cédric Hervan, Thierry Keman, Paul Tang pour la planche à dessin, et tous sont restés fidèles à ce genre de graphisme particulier que l'on nomme le réalisme épique, une forme de BD développée par Jacques Martin, le créateur d'Alix, qui nous a quittés en 2010. Le succès de la série a donné naissance à une sous-série intitulée Les Voyages de Jeanne, à l'instar des Voyages d'Alix, dérivé de la bande dessinée Alix le Romain. 18 albums de cette série ont déjà été publiés aux éditions Casterman. Au gré de ces voyages, Jeanne nous fait visiter les lieux les plus emblématiques du tourisme moyenâgeux, les Hauts-de-Provence, Carcassonne, le Mont-Saint-Michel, le Haut-Königsbourg. Notons que la dernière étape du parcours, publiée en 2019, nous a conduit dans la région Lorraine, au château de Malborough.
Voilà tout ce que j'avais à dire sur la BD espagnole. Voilà. Merci Charles. Ben, je t'inquiète, il n'y avait pas de quoi l'être. On montre à nos... Ah oui, alors donc ça c'est les Xan et Jen, donc le même héros, et les voyages de Jen. Alors ça c'est les Beaux de Provence. Donc je sais pas si on voit sur le... Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à Carlos Jiménez, qui est un auteur très connu en France, car toutes ses œuvres sont parues notamment dans Fluide glacial. Donc il est très connu en France. Alors pourquoi ces œuvres sont parues dans Fluide glacial? Ben c'est toujours à cause de la censure franquiste. Il passe son enfance dans un orphelinat de l'Espagne franquiste. Cela donnera Paracuelos, donc c'est aussi également une de ses grandes œuvres en 1977. Sa seconde réalisation sera Barrio, qui relate son adolescence dans son quartier de Barcelone. Puis Les Professionnels, qui relate son apprentissage dans une agence de bande dessinée. Anne-Marie va nous en parler juste après. Et dans sa carrière, il a bien sûr évoqué les désordres amoureux dans Amor à mort et bien sûr la vie de l'Espagne sous le franquisme dans Les Mauvais temps. Anne-Marie, à toi. Alors oui, donc Carlos Jiménez, donc comme vous l'a dit Jean-Jacques, qui a évoqué son enfance, sa jeunesse, et donc ses débuts dans la bande dessinée, dans les professionnels, dans l'Espagne des années 60. Donc cette époque-là, ce pays est marqué par le pouvoir autoritaire de Franco et la pression étouffante aussi des religieux. L'atmosphère y est morose et à peine sorti du blocus international, les horizons sont encore très fermés. La création artistique était censurée, les possibilités de produire une BD originale étaient très limitées. C'est au milieu des années 50 que Josep Toutain s'enfuit à Paris, alors de façon très rocambolesque, pour essayer d'obtenir une meilleure rémunération et plus de liberté. Ensuite, il revient à Barcelone et crée le studio Selecciones Ultradas, donc SI, comme nous avait parlé Jean-Jacques tout à l'heure. Et donc là où Carlos Jiménez fait ses débuts avec bon nombre de jeunes dessinateurs. Donc cette agence obtint très vite une renommée internationale. Ils produisent des dessins, alors pour tout le monde, pour la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays scandinaves, même les États-Unis, très peu pour l'Espagne. Alors c'est un type d'agence qui crée des milliers de pages anonymes, réalisées dans des conditions d'exploitation des dessinateurs incroyables, dans une ambiance de système D, de travail bâclé, mal payé. Mais elle représentait malgré tout une ouverture vers le monde, une fenêtre de liberté. Le but, c'était de copier les comics américains. Pas de création, du travail à la chaîne. Le style n'était pas nécessaire. Et aussi de dessiner à partir de scénarios et de descriptions de tableaux très détaillés. Donc, pas de place pour l'invention, la créativité. Les dessinateurs devaient rechercher des images pour produire très vite des dessins attendus. Alors, ils traînaient un petit peu, et puis ils traînaient, et puis au dernier moment, pour avoir la paye, hop, ils se dépêchaient de dessiner, ils y passaient des fois la nuit. Alors, l'ambiance y était très potache et bohème. Vu les revenus que les dessinateurs tiraient de leur travail, ils ne pouvaient pas vivre la grande vie. Ils n'étaient même pas satisfaits de produire une œuvre digne de leur créativité. Et le contraste entre la vie de l'agence Creación Ilustradas et la société espagnole sous le franquisme était abyssal. Carlos Jiménez témoigne de l'opposition entre le rythme effréné et les mœurs délurées des dessinateurs qui travaillent jour et nuit dans des studios de création et la vie bridée dans les convenances, la morale et la religion et engluée dans des frontières hermétiques aux mouvements sociétaux du reste du monde. Alors il existait plusieurs agences de ce type à Barcelone surtout. Et la concurrence faisait rage. Mais les dessinateurs eux-mêmes entretenaient des légendes sur leur propre studio. Alors, donc cette BD-là, c'est une série de petites histoires parce que ça a été prépublié dans le journal Fluide glacial, comme nous a dit Jean-Jacques. Alors, c'est sous forme de compilation d'histoires. C'est pas forcément l'histoire de Carlos Jiménez, mais c'est l'histoire des dessinateurs qui l'entouraient. Donc c'est un rythme soutenu, alors il y a beaucoup d'humour et pas mal de salicité. Alors on retrouve le dessin de Carlos Jiménez en noir et blanc, les visages angouleux, un trait nerveux. Le nombre de personnages est imposant et la mise en scène décrit une faune humaine faite de personnalités truculentes et uniques.
Ces personnages sont terriblement humains, car capables de cruauté envers leurs compagnons de fortune incroyables. Mais l'amitié se fait une petite place tout de même. C'est surtout l'humour qui est présent dans chaque instant. Le ton est très décalé. Donc le style qui façonne ces histoires ne vous laissera pas de marbre. Donc je vous laisse découvrir cette BD qui est quand même... Alors là, moi j'ai une compilation de 6 tomes. Hein. Il y a eu plusieurs tomes. Donc ça a été publié sous forme de petites scènes. Alors voilà, c'est des dessins en noir et blanc. Et chez Carlos Jiménez, il y a quand même une expression des visages qui est assez dure, je trouve. On le retrouve dans Paracuelos, on le retrouve dans Barrio. Et là, c'est vraiment son style à lui. Donc, je vous conseille de le lire. C'est bien parce que c'est épais. Enfin, pour la compile, c'est très épais, mais on n'est pas obligé de tout lire. T'as un exemple, par exemple, en l'occurrence, d'une vacherie qui se font les uns les autres? Ah ouais. Bah, par exemple, ils font des, il y a un petit jeune qui arrive, qui veut apprendre à dessiner. Alors, ils lui disent qu'il faut passer un test, le test du boxeur. Donc, alors ils font semblant de boxer un gars et puis ils crient et tout, et puis après lui il le passe et puis ils veulent le boxer quoi. Donc le petit jeune il tremble, il est terrorisé. Ou alors il supprime une vitre pour un qui dessine à travers la vitre. Enfin ils font des vacheries pas possibles. Hein. C'est limite même des fois. Hein. Ça vaut les bisutage. Ça vaut les bisutage. Est-ce que Charles il a passé des tests pour être dessinateur? Je te dirais. L'entrée du festival est gratuite. Par contre, on va lui faire quelques gages à l'entrée. Ah ben j'espère bien. Ah oui, c'est un petit jeune. Je t'en parlerai hors antenne. Parce que là, c'est... Bon, ben alors là, c'est para adultes. Ça doit être ça. Donc là, ça me met la langue à la bouche. Donc on arrête l'émission tout de suite et puis on reprendra plus tard. Marie-Mo, on va continuer. Allez, bah oui, hein. L'œuvre, juste un petit mot, l'œuvre de Carlos Jiménez est très intéressante parce que dans tout ce qu'il a fait, en définitive, quand on fait la compilation entre Paracuelos, Barrio qui en espagnol veut dire quartier, les professionnels, qu'est-ce qu'il y a à mort et l'état mauvais, ça fait une peinture de l'Espagne t'as fait une peinture de l'Espagne pendant une période de 60 ans, c'est très intéressant. Oui, il décrit tout ce qui se passe aussi en dehors du studio. Maintenant, je me tourne vers Françoise. J'espère que là, tu nous as pas de préparer de bonnes surprises. Qui va nous parler de, malgré tout, de Jordi Lefebvre. Lafèvre. Ouais, à chaque fois, je me suis trompée. Je l'avais mal écrit. Non, mais je l'ai mal dicté. Enfin, bref, voilà. Oui, une bande dessinée, malgré tout. Alors, elle a d'espagnol le fait que son auteur est espagnol, né à Barcelone, en Espagne, donc, en l'occurrence, en 1979. Et lui, il est illustrateur, dessinateur, et il a fait le scénario de cette bande dessinée qui s'appelle Malgré tout. Alors, je vais commencer par une petite page scientifique. Le mot du jour, comme j'en mets de temps en temps, effectivement, c'est entropie, parce qu'un des héros, justement, a fait un doctorat en entropie. Alors, entropie, j'ai cherché la définition, caractérise le degré de désorganisation ou d'imprédictibilité du contenu en information d'un système. Avec ça, j'étais bien avancé. Ouais. En gros, j'ai compris que la glace qu'ils font et qu'il y en a plus après, c'est un petit peu ça, qu'il y a plus. Ouais. En gros, c'est ça. Alors, je reprends quand même parce que dans l'histoire, justement, lorsqu'elle est sujette à désorganisation, la matière ne se réorganise jamais de façon spontanée. C'est comme un envol de papillons. Si vous laissez partir des papillons, ils vont repartir. Si jamais ils reviennent et que vous arrivez à les mettre exactement dans le même état, bah, ce sera fabuleux. Sauf que quand vous les aurez, vous pourrez à ce moment-là choisir soit de les laisser repartir, ou alors, comme vous avez réorganisé la matière dans le même état, repartir en arrière jusqu'à un petit peu avant. Et ça peut se répéter, justement, on a le choix de repartir en arrière ou en avant. Eh ben, c'est exactement comme ce livre, comme cette bande dessinée de Malgré tout. C'est un palindrome, c'est une bande dessinée palindrome. On peut la commencer par le début ou par la fin, dans les deux sens, et c'est vraiment un vrai régal. C'est vraiment un vrai dictionnaire, Françoise. Hein. Oui. Ah oui, bah, je crois j'ai des neurones. J'ai l'impression d'être à l'école. Mais on est les cours de physique-chimie à côté. Oui, bah, voilà, c'est ça. Non, mais la bande dessinée, quand même, c'est culturel. Hein. Alors, on commence, le livre, quand on l'ouvre, on commence par la fin d'une vie. On remonte les souvenirs, et puis on lit le livre à partir de la fin, et on déploie le temps, et l'histoire se passe de façon classique de quand on est jeune à quand on est un peu plus vieux. Voilà. Alors, c'est magique. Moi, je trouve que c'était un superbe livre. J'ai retourné les pages en avant, en arrière, et finalement je me suis perdu avec des listes là-dedans, puisque l'avant pouvait être avant l'après, et puis l'après avant l'avant, et après l'avant après. Enfin voilà, c'est vraiment en gros c'est ça. C'est vraiment une merveille que cette bande dessinée, c'est
C'est une BD de poésie, de tendresse dans l'histoire, dans les textes et dans les dessins. Je sais pas si vous voyez les dessins, mais c'est suave. Ça m'a fait un bien, en plus, un bien fou de trouver une bande dessinée espagnole qui parle pas du franquisme, de la guerre, de l'Inquisition. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir. Ça parlait guerre, suicide. C'était mon cahier des charges en cherchant une bande dessinée espagnole. Alors j'en avais trouvé une autre qui s'appelait Le Zizi de l'Ange. J'ai hésité entre les deux, mais peut-être qu'un jour on fera une émission sexe et BD. Après les scènes éphémères, vous voulez nous faire le zizi de l'ange. Oui, écoute, moi j'avais bien dit avec les plantes que je voulais être réincarné en plantes qui sont exhibitionnistes et infidèles. Voilà, écoutez les émissions précédentes, vous verrez, c'est ma trame de vie. Voilà, donc j'ai choisi celle-ci, c'est vraiment une belle histoire d'amour. C'est une relation passion platonique et éternelle qu'on rêve quelquefois, un peu Docteur Jivago, quoi. Il faut être amoureux ou l'avoir été ou rêver de l'être pour pouvoir la lire parce que c'est plein d'émotions, ça laisse pas indifférent. C'est un homme libre avec une femme charismatique et engagée. C'est une romance qui fait croire en la vie, au bonheur et à l'amour. C'est un bonbon effervescent parce que c'est un bonbon mais c'est pas de la guimauve. Il y a 20 chapitres, 20 scènes successives avec des pages de vie. Alors j'ai adoré, j'ai pas 25 ans, je sais, j'en ai 63, comme ça ce sera fait. Quelques-uns de plus. Voilà, oui, j'en ai 63. Voilà, ça s'est fait depuis mon grand âge. Là, j'étais morte de rire parce qu'il y a la vieille, donc dans l'histoire là, sa fille est indignée parce que la dame là qui a un certain âge, elle a un amoureux et puis elle envisage de pas rentrer la nuit et sa fille elle est déconfite, quoi. Et moi, je trouvais ça absolument c'est merveilleux. Bien. Laissez-nous vivre, effectivement, qui envisage même de pas rentrer la nuit. Donc voilà. Eh ben oui, l'amour existe. Il transpire à chacune de ces pages de ce livre, à chaque page de la vie. Les dessins sont délicats. Les couleurs c'est du pastel, mais en même temps, c'est bien tranché. Il y a de nombreux dessins qui pourraient servir de carte postale. Moi, je trouve que c'était un rêve à lire. On est dans le bonbon, donc j'ai dit pas dans la guimauve. Ça pourrait être des dessins de BD pour enfants. Enfin, si je puis me permettre, mais les sentiments et les émotions et les réflexions sont vraiment celles des adultes. Alors faites-vous plaisir, calez-vous dans votre canapé préféré, une bougie, un cognac, comme vous voulez, du calme. Un whisky pour moi, s'il vous plaît, madame. Ouais, un whisky, un rhum pour moi, enfin chacun ses trucs. Charles, je sais pas. Vodka. Et vous non. Moi, ce sera juste un coca. Non, ça marche pas. Trop jeune. Laissez-vous porter, par la magie de l'ouvrage là, et à la fin, le monde vous semblera meilleur. Et ça, c'est vraiment bon. Merci Françoise. Ça donne envie de la lire. Elle est magnifique. Enfin, je vous la montre. Vous pouvez la toucher si vous voulez. Carrément. Bien, nous allons terminer cette émission par l'épopée espagnole. Alors, l'épopée espagnole de Antonio Altariba est parue chez Des Nouvelles Graphiques et c'est, à mon avis, une œuvre majeure de ces 10 dernières années. L'épopée espagnole, c'est le regroupement de deux bandes dessinées, L'Art de voler et L'aile brisée. Et l'épopée espagnole nous permet de visiter 90 ans de l'histoire de l'Espagne à travers les yeux du père d'Altariba, anarchiste et pris de liberté, puis ceux de sa mère Petra. Ce récit est à la fois un bel hommage filial et un témoignage captivant et essentiel sur les secousses de l'histoire espagnole. Tout commence avec l'envol du père qui se jette du 4e étage de sa maison de retraite. Cet événement va amener son fils à retracer sa vie dans l'art de voler. Le père d'Antonio Altariba vivra la chute de la monarchie, la Seconde République, la guerre civile aux côtés des républicains, la dictature de Franco, l'exil en France où il sera interné au camp de Saint-Cyprien durant la Seconde Guerre mondiale, avant de s'évader et de rejoindre la résistance, et puis le retour en vaincu dans cette Espagne franquiste. Le récit est ponctué de petites touches de légèreté, voire d'humour remarquablement mis en valeur par le dessin. L'aile brisée raconte la vie de Petra, la mère d'Antonio Altariba. L'aile brisée, c'est un beau portrait de femme, et à travers elle, celui de la condition féminine dans cette Espagne rurale, arriérée, bigote, où hommes et religion règnent en maître. Comme d'habitude. Je l'attendais. Elle a bien mal commencé sa vie, la petite Petra, violentée dès sa naissance par son père, qui lui laissera cette aile brisée. L'aile brisée, c'est un bras cassé. Ah ouais, vache. Handicap qu'elle cachera toute sa vie à son mari et à son fils. Ils ne découvriront cet handicap qu'une fois qu'elle sera morte. Ça arrive des histoires comme ça, ouais.
Petra passera du statut de fille au service de son père, au statut d'épouse au service de son mari et de sa famille. La séparation du couple la conduira dans une maison de retraite lumineuse. Elle s'y rendra utile et fera une belle rencontre. Alors pourquoi cette nouvelle édition? Puisque donc c'était paru en 2 livres. Déjà le format de chez De Noël était un peu petit. Donc devant le succès de ces 2 bandes dessinées, ils ont voulu le rééditer dans un format plus grand. Et c'est vrai que quand il y a des endroits qui sont denses, notamment pour les écrits ou même pour les dessins, c'est beaucoup plus visible. Donc c'est plus confortable à la lecture. Oui, c'est beaucoup plus confortable à la lecture. Le livre est plus luxueux, avec une couverture cartonnée et un signet rouge. Et cette édition est augmentée d'une préface de 7 pages de Viviane Alary, qui est hispaniste, professeur des universités, et qui est très, très féru en tout ce qui concerne l'Espagne. Un petit mot sur Kim, dessinateur barcelonais. On a eu beaucoup de dessinateurs de Barcelone aujourd'hui. Ouais. Cofondateur de la en Espagne. Hein. Cofondateur de la revue graphique El Jueves, ça veut dire le jeudi. Il est le créateur du personnage caricatural de Martinez El Facho. Martinez le Facho. Nous voilà arrivés au terme de cette émission que vous pouvez retrouver très bientôt sur notre site internet. Vous pourrez également le retrouver sur notre page Facebook. Merci Anthony Bolmont qui était notre invité, et donc nous viendrons tous manger des escargots le samedi 30 avril à Jarville. Avec plaisir. Et merci à mes chers chroniqueurs qui ont été aussi bons que d'habitude, sinon plus. Merci à toi Jean-Jacques. Merci à Jean-Luc qui était à la technique, et la prochaine émission sera diffusée le 21 avril, et on termine avec un petit coucou à Cyril. Ciao. Et Olivier, RCN, www.rcn-radio.org